Ma fille hurlait au téléphone. « Comment ça, prendre ta retraite? Et qui va payer mes factures? » Je m'appelle Françoise Moreau. J'ai 63 ans. Pendant 40 ans, j'ai tapé des lettres dans un cabinet d'avocats à Rennes. Pendant 32 ans, j'ai payé la vie de ma fille. Son loyer. Sa voiture. Ses formations qui ne menaient nulle part. Ses rêves qui changeaient tous les 6 mois. Je me suis levée à l'aube chaque jour pour qu'elle puisse dormir jusqu'à midi. J'ai rogné sur mes propres besoins pour qu'elle ne manque de rien. J'ai avalé ma colère, ma fatigue, mon désespoir, pour qu'elle reste heureuse. Ou du moins, pour qu'elle ne me reproche rien. Et ce matin-là, quand je lui ai annoncé mon départ, elle n'a pas demandé « Comment tu vas, maman ?» Elle n'a pas dit « Tu vas me manquer ». Elle a crié « Qui va payer ?» Comme si j'étais un distributeur automatique, comme si ma seule fonction dans sa vie était de financer ses envies. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que 3 jours avant cet appel, j'avais déjà tout préparé. J'avais signé les papiers de ma retraite. J'avais loué un studio à Saint-Briac-sur-Mer, face à l'océan. Et surtout, j'avais transféré toutes ses factures, loyer, assurance, mensualité, sous son propre nom. Pendant qu'elle me criait dessus, pendant qu'elle m'accusait d'égoïsme, de cruauté, d'abandon, je regardais par la fenêtre de mon bureau. Et je me suis surprise à sourire, pour la première fois depuis des années. Parce que pour la première fois, j'avais choisi. Pas elle. Moi. J'ai raccroché calmement. « Tu as 32 ans, Pauline. Il est temps que tu découvres qui tu es quand personne ne paie pour toi. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis 40 ans. Profondément. Sans cauchemar. Sans cette boule d'angoisse dans la poitrine qui me réveillait à 3 heures du matin. Parce que j'avais compris quelque chose. Quelque chose qui aurait dû être évident depuis le début, mais que personne ne nous dit jamais. On ne sauve personne en se sacrifiant. On crée juste des dépendances, des prisons invisibles, des amours toxiques déguisés en dévouement. 3 semaines plus tard, je suis partie. J'ai quitté Rennes, mon appartement trop grand, mon bureau trop gris, ma vie trop petite. J'ai pris le train pour la Bretagne. Et quand je suis arrivée devant ce studio avec sa fenêtre immense ouverte sur l'océan, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le plus dur restait à venir. Parce que Pauline ne m'a pas appelée pendant 2 mois. 2 mois de silence glacial. 2 mois où je me suis réveillée chaque matin en me demandant si j'avais fait le bon choix. Si j'avais perdu ma fille pour toujours. Si le prix de ma liberté était de mourir seule, détestée, abandonnée à mon tour. 2 mois où j'ai failli craquer 100 fois. Décrocher mon téléphone, envoyer un virement, réparer, sauver, recommencer. Mais je tenais bon. Parce qu'au fond de moi, une petite voix, celle de ma grand-mère peut-être, ou la mienne que j'avais oubliée, me murmurait « Tiens bon, ne cède pas. Si tu cèdes maintenant, tu perdras tout. Toi, elle, tout. » Et puis un samedi matin, alors que je buvais mon café face à la mer, on a frappé à ma porte. C'était elle, Pauline, debout sur mon seuil, les yeux rougis, les cheveux en bataille, un sac à dos sur l'épaule. Elle m'a regardée. J'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la peur, mais aussi de la reconnaissance. « Maman », elle a dit d'une voix brisée, « je suis venue te demander pardon. » Et là, dans ce petit studio face à l'océan, entre une mère qui avait tout quitté et une fille qui avait tout perdu, quelque chose s'est réparé. Pas complètement, pas parfaitement, mais suffisamment. Suffisamment pour que je comprenne que j'avais eu raison. Que parfois, l'amour, le vrai, ce n'est pas tout donner. C'est savoir dire non. C'est accepter de blesser pour guérir. C'est choisir la vérité plutôt que le confort. Aujourd'hui, j'ai 64 ans. Je vis dans 40 mètres carrés avec vue sur l'infini. Ma fille travaille comme serveuse et paye son propre loyer. Elle m'appelle toutes les semaines, pas pour demander de l'argent, juste pour parler, pour rire, pour exister ensemble, différemment. Et moi, je me réveille chaque matin face à la mer. Je marche sur les sentiers côtiers, j'aide des enfants à faire leurs devoirs. Je joue aux cartes avec des retraités au bar du village. Je vis. Enfin, vraiment. Parce que j'ai compris que le prix de la liberté, ce n'est pas l'égoïsme. C'est le courage. Le courage de se choisir. Le courage de dire « Moi aussi j'existe. Moi aussi j'ai le droit de vivre avant de mourir. » Et si vous êtes là, à écouter mon histoire, c'est peut-être parce que vous aussi, vous vous reconnaissez. Vous aussi, vous donnez trop. Vous aussi, vous avez oublié votre propre nom à force de répondre à celui des autres. Alors je vous dis ce que j'aurais voulu qu'on me dise il y a 40 ans. Il n'est jamais trop tard. Jamais.
Tant que vous respirez, vous pouvez choisir. Et ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Ceci est l'histoire de Françoise Moreau, une femme ordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est choisie. Et en se choisissant, elle a sauvé bien plus qu'elle-même. Le bureau sentait toujours la même chose. Le café réchauffé, l'encre des photocopieuses et cette odeur indéfinissable de papier juridique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. 40 ans que je respirais cet air. 40 ans que je franchissais la porte vitrée du cabinet Leroux & Associés, rue de la Monnaie, à 2 pas de la place des Lys. 40 ans que je disais bonjour à la même plante verte dans l'entrée, un ficus qui avait miraculeusement survécu à toutes les secrétaires avant moi. Ce matin-là, un jeudi de mars, j'étais arrivée plus tôt que d'habitude. 6h30. Reine dormait encore sous une petite brume froide qui montait de la Vilaine. J'avais marché depuis mon appartement de la rue Saint-Michel, comme chaque jour, en évitant les flaques sur les pavés irréguliers. Les boulangeries commençaient à peine à allumer leurs vitrines. L'odeur du pain chaud se mêlait à celle de la pluie de la veille. J'aurais pu prendre le bus, la ligne C3 passait juste devant chez moi, mais marcher me donnait l'impression d'exister un peu avant d'entrer dans cette cage de verre et de dossiers. J'avais traversé la place Sainte-Anne déserte, longé les terrasses encore fermées des crêperies qui, dans quelques heures, se remplirent de touristes et de lycéens. Le marché des Lys se montrait bientôt, avec ses étals de légumes bretons, ses fromagers, ses poissonniers qui gueulaient leurs arrivages. Mais pour l'instant, il n'y avait que moi, le bruit de mes pas sur les pavés mouillés et ce ciel gris perle qui promettait une journée comme les autres. J'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage. L'ascenseur était en panne depuis 2 semaines. Maître Leroux avait promis de faire venir un technicien dès que possible. Ça voulait dire jamais. Mes genoux craquaient à chaque marche. 63 ans. Un corps fatigué qui réclamait le repos, mais qui continuait parce qu'on lui avait appris à continuer. Toujours. Quoi qu'il arrive. J'ai poussé la porte du secrétariat, allumé les néons qui grésillaient légèrement, lancé la machine à café. Routine. Geste millimété. J'aurais pu le faire les yeux fermés. D'ailleurs, certains matins, je me demandais si je ne les faisais pas vraiment les yeux fermés. Si je n'étais pas devenue une sorte d'automate programmé pour taper, classer, répondre, acquiescer. Mon bureau était coincé entre celui de Maître Leroux et la salle d'attente. Une pièce étroite, avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure grise où personne n'allait jamais. En 40 ans, je n'avais jamais vu un seul être humain y mettre les pieds. Juste des pigeons parfois qui roucoulaient tristement avant de s'envoler vers des cieux plus cléments. Sur le mur, un calendrier des postes 2025, celui avec les paysages de France. Mars montrait le phare de Ploumanac'h. Une photo de Pauline à 20 ans, souriante, innocente, pleine d'avenir, et un dessin qu'elle m'avait fait en maternelle. Un soleil jaune avec des rayons démesurés et 2 bonshommes bâtons, maman et moi. Je l'avais gardé, comme une promesse, comme un rappel de ce qui avait justifié tous ces sacrifices. À 7 heures pile, Maître Leroux est arrivé. Un homme de 68 ans, rigide comme un code civil, qui portait toujours le même costume anthracite et la même cravate bordeaux. Ses cheveux gris étaient de plaqués en arrière avec une précision militaire. Il sentait l'eau de Cologne Old Spice et le tabac froid. Il m'a salué d'un hochement de tête. « Bonjour Françoise. Le dossier Morvan est prêt ?» J'ai acquiescé. « Sur votre bureau, maître. » Il a disparu dans son antre sans un merci. 40 ans que je préparais ces dossiers. 40 ans qu'il oubliait de me remercier. Au début, ça me blessait. Puis j'avais cessé d'attendre. On cesse toujours d'attendre, à force. On s'habitue à l'absence. On appelle ça la maturité ou la résignation. Je ne savais plus très bien faire la différence. J'ai allumé mon ordinateur, un modèle qui datait de 2018 et mettait 5 minutes à démarrer, et j'ai ouvert ma boîte mail. 114 messages. Des convocations, des demandes de report d'audience, des relances de clients mécontents, des pièces jointes qui ne s'ouvraient pas, des formules de politesse vides. Cordialement, bien à vous, sincères salutations, comme si quelqu'un dans tout cet échange de paperasse éprouvait vraiment quelque chose de sincère. J'ai commencé à trier, machinalement, quand mon téléphone a vibré sur le bureau. Un vieux Nokia que Pauline se moquait de voir encore en service. « Maman, achète-toi un vrai smartphone. Franchement, c'est la honte. » Mais je m'y étais attachée. Il faisait ce qu'on lui demandait. Appeler, recevoir des messages. Pas besoin de plus. Pauline. « Maman, t'es levée? J'ai besoin de te parler. » Il était 7h10. Pauline ne se levait jamais avant midi, sauf quand elle voulait quelque chose. Mon cœur s'est serré. Cette petite contraction familière, ce mélange d'amour et d'appréhension qui accompagnait chaque contact avec ma fille depuis des années. Un problème. Encore.
Ou une demande. Ou les deux. J'ai répondu rapidement. Oui, ma chérie. Tout va bien? Ouais. Je passe te voir ce midi? J'ai une super nouvelle. Une super nouvelle. Mon Dieu. Ça voulait dire une nouvelle lubie, une nouvelle formation, un nouveau projet qui nécessiterait un petit investissement. Un nouveau gourou qui lui promettait monts et merveilles. J'ai senti la fatigue me tomber dessus comme une chape de plomb. Cette fatigue qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. Cette fatigue de l'âme qui s'installe quand on a porté trop longtemps, trop lourd, et qu'on commence à se demander si les bras vont tenir. Mais j'ai tapé. D'accord. 12h30 à la brasserie? Perfect. Bisous, maman. Perfect. Elle utilisait de plus en plus de mots anglais. C'était moderne, paraît-il. Moi, ça me faisait juste sentir vieille. J'ai reposé le téléphone. Par la fenêtre, le ciel commençait à s'éclaircir. Un rayon de soleil timide perçait entre les immeubles, dessinant un rectangle de lumière pâle sur mon clavier. Je me suis surprise à penser à la mer. À cette petite annonce que j'avais vue 3 jours plus tôt sur Le Bon Coin, en rentrant du travail, affalée dans mon canapé avec une tisane trop chaude. Studio, Saint-Briac-sur-Mer. Vue mer, 450 € par mois, disponible immédiatement. Saint-Briac. J'y allais enfant avec ma grand-mère Jeanne. Elle louait une petite maison rose pour le mois d'août, près de la plage de la gare de Guérin. On ramassait des coquillages, on mangeait des galettes saucisses sur le port, on regardait les bateaux rentrer au crépuscule. Grand-mère me disait toujours « Françoise, souviens-toi, la mer lave tout, les chagrins, les fautes, les erreurs. Quand tu ne sauras plus où aller, reviens ici. » Elle était morte quand j'avais 22 ans. Je n'étais jamais revenue. J'avais cliqué sur l'annonce par curiosité, juste pour voir, juste pour rêver. Il y avait 3 photos. Un intérieur blanc et bleu, simple, presque monacal. Une kitchenette avec 2 plaques électriques. Une salle de bain minuscule avec une douche à l'italienne. Et surtout, une fenêtre immense, grande ouverte sur l'océan. Des mouettes dans le ciel, une lumière dorée, une vie simple, une vie à moi. Je m'étais dit que c'était stupide, que je n'avais aucune raison de regarder ce genre d'annonce, que j'avais un appartement à Rennes, que j'avais un travail stable, que Pauline avait besoin de moi. Mais quelque chose en moi s'était accroché à cette image, quelque chose que je ne comprenais pas encore, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir ou peut-être à du désespoir. Parfois, les deux se ressemblent. « Françoise !» La voix de Maître Leroux m'a fait sursauter. Il était dans l'embrasure de la porte, l'air contrarié. Le tribunal vient d'appeler. L'audience Morvan est avancée à 14h. Il faut tout réimprimer avec la nouvelle date. Et il manque une pièce, le relevé bancaire de septembre. Je vous l'avais demandé hier. Je ne me souvenais pas qu'il me l'avait demandé. Mais peut-être que si. Peut-être que je commençais à perdre la mémoire. Ou peut-être que j'avais juste cessé d'écouter vraiment. « Bien, maître. Je m'en occupe tout de suite. » 40 ans à tout refaire à la dernière minute. 40 ans à dire « bien, maître » en avalant ma colère, mes envies de crier, ma lassitude. J'ai passé la matinée à réimprimer, réagrafer, réorganiser, chercher dans les archives le fameux relevé de septembre. Madame Bellec, la comptable du premier étage, est passée vers 10h avec son sourire forcé. « Alors Françoise, toujours au charbon? Tu ne penses jamais à lever le pied? » Lever le pied. Tout le monde me disait ça. Comme si c'était simple. Comme si on pouvait juste décider, un matin, d'arrêter d'être celle qu'on a toujours été. Celle qui tient. Celle qui assume. Celle qui ne se plaint jamais. Bientôt, peut-être, j'ai répondu avec un sourire qui ne voulait rien dire. Elle a hoché la tête et elle est partie. J'ai regardé l'heure. 11h20. Dans un peu plus d'1 heure, je retrouverai Pauline. J'ai senti mon estomac se nouer. À 11h50, j'ai reçu un mail de la banque. Notification automatique. Un virement de 500 € était parti de mon compte vers celui de Pauline. La fameuse formation en yoga thérapeutique dont elle m'avait parlé il y a 2 semaines. J'avais dit oui, comme toujours. Parce que c'était plus facile de dire oui que d'affronter ses larmes, ses reproches, son regard blessé. 500 €. 2 semaines de course. 1 mois de charge. 40 ans à compter, économiser, rogner sur mes propres envies pour qu'elle ne manque de rien. Et elle ne s'en rendait même pas compte. Pour elle, l'argent tombait du ciel. Comme la pluie. Comme l'air qu'on respire. Quelque chose d'acquis. À 12h15, j'ai enfilé mon manteau. Un trench beige que je portais depuis 10 ans, un peu élimé aux manches mais qui faisait encore l'affaire. Et je suis descendue vers la brasserie Le Saint-Georges, place du Parlement. C'était à 5 minutes à pied. Le ciel s'était dégagé et Rennes brillait sous un soleil pâle qui donnait aux façades à colombage des reflets dorés.
Des touristes prenaient des photos devant le Parlement de Bretagne. Des étudiants fumaient des cigarettes devant la fac de droit. La vie continuait, indifférente, bruyante, colorée. Pauline était déjà là, installée en terrasse malgré la fraîcheur, avec ses lunettes de soleil sur la tête et son éternel café crème à moitié vide devant elle. Elle portait un pull en cachemire rose pâle que je ne connaissais pas. Sûrement 150 €, minimum, peut-être 200. Elle était belle, ma fille. Grande, blonde, avec ce sourire éclatant qui faisait tourner les têtes. Des hommes la regardaient en passant. Elle avait cette façon d'être au monde, légère, insouciante, comme si rien ne pouvait vraiment l'atteindre, comme si la vie n'était qu'une longue promenade au soleil. « Maman !» Elle s'est levée pour m'embrasser, 2 bises rapides, distraites. Elle sentait un parfum cher que je ne reconnaissais pas non plus. « Assieds-toi, j'ai commandé pour toi. Une salade chèvre-miel, comme d'hab. » Je me suis assise. La chaise en fer forgé était froide sous mes cuisses. Alors, cette super nouvelle, ses yeux ont brillé, ce regard d'enfant émerveillé qu'elle avait encore parfois et qui me faisait oublier, l'espace d'un instant, toutes mes inquiétudes. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, pas quelqu'un comme ça, pas un mec, un mentor. Un coach de vie incroyable. Il s'appelle David, il est italien. Il organise des retraites spirituelles en Toscane, dans un mas absolument sublime. Tu verrais les photos, c'est dingue. Il anime des cercles de parole, des ateliers sur la réalisation de soi. Et tu sais ce qu'il m'a dit? J'ai secoué la tête. Le serveur est arrivé avec ma salade. J'avais déjà moins faim. Il m'a dit que j'avais un potentiel énorme, que j'avais un don pour l'écoute, pour accompagner les gens, que je pourrais animer des ateliers avec lui, devenir formatrice certifiée. Maman, tu te rends compte? Enfin quelqu'un qui voit ce que je vaux vraiment. Quelqu'un qui voit ce que tu vaux. Combien de fois avais-je entendu cette phrase? Avec le graphiste qui devait l'embaucher, avec la coach en nutrition qui voulait en faire son associé, avec le producteur de podcast qui lui promettait la célébrité. Toujours le même scénario, toujours les mêmes promesses, et toujours, au bout de quelques mois, le même effondrement. C'est bien, ma chérie, mais tu es sûre que c'est sérieux? Son visage s'est assombri. Évidemment que c'est sérieux. Pourquoi tu dis ça? J'ai cherché mes mots. Parce que, enfin, tu as déjà essayé plusieurs choses et... Et quoi? Et j'ai le droit de chercher ma voie, non? J'ai le droit de ne pas vouloir finir comme toi. Le coup est parti. Net, précis, comme une gifle. Elle s'en est rendue compte immédiatement. Pardon, maman. Je voulais pas dire ça. C'est sorti tout seul. Tu sais que je t'admire, hein? Tout ce que tu as fait pour moi. Mais le mal était fait. Finir comme moi. Voilà ce que j'étais pour elle. Un repoussoir. Un exemple de ce qu'il ne fallait pas devenir. Une femme qui avait sacrifié sa vie pour rien. Pour personne. J'ai pris ma fourchette. J'ai piqué un morceau de fromage de chèvre. Il était tiède, fondant, avec ce goût légèrement acidulé que j'aimais. Mais je ne sentais rien. Juste un vide immense qui enflait dans ma poitrine. Et cette formation, elle coûte combien? Elle a hésité. Elle a bu une gorgée de café. Elle a regardé ailleurs. Puis elle a dit, très vite, 4 000 €. Mais maman, c'est un investissement. Après, je pourrai vivre de ça, je te le promets. Je rembourserai tout. Avec les intérêts si tu veux. Je sais que tu as déjà beaucoup donné, mais c'est la dernière fois. La toute dernière fois. Après, je serai autonome. 4 000 €, 40 ans de salaire de secrétaire condensé en une phrase. 40 ans d'économie, de privation, de renoncement. Pour que ma fille suive un gourou en Italie. Pour qu'elle continue à flotter dans sa bulle sans jamais toucher le sol. J'ai regardé ses mains. Elles étaient pâtes posées sur la table, manucurées, avec du vernis rose pâle assorti au pull. Des mains douces. Des mains qui n'avaient jamais vraiment travaillé. Des mains qui attendaient toujours que je remplisse le vide, que je colmate les brèches, que je répare ce qui se cassait. Pauline, j'ai cherché mes mots. Ma voix tremblait légèrement. Tu ne crois pas qu'il serait temps de te stabiliser? De trouver un emploi fixe, avec un salaire régulier? Son visage s'est fermé complètement. Un vrai travail? C'est quoi pour toi un vrai travail? M'enfermer 40 ans dans un bureau comme toi? Taper des lettres que personne ne lira? Servir un patron qui te traite comme un meuble? Elle a baissé le ton, mais le poison était déjà injecté. Pardon, maman. Je veux dire, et tu as sacrifié ta vie. Je respecte ça. Mais moi, je veux vivre. Vraiment vivre. Pas juste survivre. Vivre. Vraiment vivre. Comme si je n'avais jamais vécu. Comme si élever une enfant seule, payer les factures, tenir debout quand tout s'effondrait, ce n'était pas vivre.
Comme si mes 40 années n'étaient qu'une longue parenthèse vide entre la naissance et la mort. J'ai senti les larmes monter. Je les ai ravalées. J'avais appris à ravaler. C'était peut-être mon seul vrai talent. Ravaler les larmes, les cris, la colère, les envies de hurler. Tout garder à l'intérieur jusqu'à ce que ça durcisse, que ça devienne une pierre froide dans la poitrine. Je vais réfléchir. Son sourire est revenu, éclatant, soulagé. Merci, maman. T'es la meilleure. Vraiment. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Elle a repris son téléphone, déjà ailleurs, scrollant sur Instagram, liquant des photos de yoga, de coucher de soleil, de citations inspirantes sur fond de paysages paradisiaques. Le reste du déjeuner s'est passé dans le brouillard. Elle parlait de la Toscane, des oliviers, du soleil, des gens merveilleux qu'elle allait rencontrer. Moi, je hochais la tête. J'acquiesçais. Je souriais quand il fallait sourire. Mais mon esprit était ailleurs. Il était dans ce studio blanc et bleu, face à la mer. Il était dans les souvenirs d'enfance avec grand-mère Jeanne. Il était dans cette phrase qu'elle m'avait dite « La mer lave tout ». Quand l'addition est arrivée, Pauline n'a même pas fait mine de chercher son portefeuille. J'ai payé. Comme toujours. 28 €. Elle m'a embrassée sur le trottoir. Je file, j'ai un cours de pilates à 15 heures. On se rappelle, ok? Bisous, maman. Et elle est partie. Légère, insouciante, vers sa vie qui ne coûtait rien parce que je payais tout. Je suis restée là, sur la place du Parlement, au milieu du va-et-vient des passants. Le soleil brillait toujours. Les terrasses se remplissaient. Le monde continuait. Mais moi, j'avais l'impression d'être devenue transparente, comme si personne ne me voyait vraiment, comme si je n'étais plus qu'une fonction. Mère, secrétaire, distributrice automatique d'argent et de soutien. En rentrant au cabinet, j'ai croisé Madame Blanchet dans les escaliers. Une cliente de longue date. Une femme de mon âge, peut-être un peu plus jeune, divorcée après 35 ans de mariage. Elle se battait depuis 2 ans pour récupérer sa part d'héritage que son ex-mari essayait de lui voler. Elle avait ce visage fatigué, creusé, de celles qui ont trop donné et qui découvrent un jour qu'elles n'ont plus rien. Elle m'a souri tristement. « Bonjour Françoise. Toujours là ?»« Toujours », j'ai répondu. Elle a posé sa main sur mon bras. Un geste doux, maternel. Vous savez, j'ai passé ma vie à donner. À mon mari, à mes enfants, à tout le monde. Et un jour, je me suis réveillée vidée. Comme un puits sec. Ne faites pas comme moi, Françoise. Ne donnez pas tout. Gardez quelque chose pour vous. Même un petit quelque chose. Sinon, vous ne serez plus personne. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Elle est montée vers son rendez-vous. Moi, je suis restée dans la cage d'escalier, la main sur la rampe froide, le cœur battant trop vite. Vous ne serez plus personne. Mais est-ce que j'étais encore quelqu'un? Françoise Moreau, c'était quoi? Une fonction? Un rôle? Ou une femme avec des rêves, des désirs, une vie qui lui appartenait? L'après-midi a passé lentement. J'ai tapé des lettres, rangé des dossiers, répondu au téléphone avec ma voix professionnelle, celle que j'enfilais comme un costume. Cabinet Leroux & Associés, bonjour. 100 fois. 1000 fois. Combien de fois avais-je prononcé cette phrase en 40 ans? À 17 heures, en rangeant mon bureau avant de partir, j'ai rouvert l'annonce du studio. La photo était toujours là. Cette fenêtre ouverte sur l'océan, cette promesse de liberté. J'ai regardé longtemps. Puis, sans réfléchir, sans me laisser le temps de douter, j'ai cliqué sur « Envoyer un message au propriétaire ». Mes doigts tremblaient légèrement sur le clavier. « Bonjour, je suis intéressée par le studio. Serait-il possible de le visiter ce week-end » J'ai relu 3 fois, j'ai failli effacer. Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Mon cœur battait comme si j'avais couru, comme si je venais de commettre un crime. La réponse est arrivée 10 minutes plus tard, pendant que j'enfilais mon manteau. « Bien sûr, madame. Samedi 14 heures. Ça vous convient? Voici l'adresse. 12 rue de la Houle, Saint-Briac-sur-Mer. À samedi. » J'ai fixé l'écran. Samedi. Après-demain. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Pourquoi est-ce que je regardais des studios à 100 km de Rennes alors que j'avais un appartement, un travail, une fille qui avait besoin de moi? J'ai tapé « Parfait. À samedi. Merci. » J'ai éteint l'ordinateur. J'ai rangé mon bureau. J'ai dit bonsoir à Maître Leroux qui n'a pas levé les yeux de son dossier. J'ai descendu les escaliers. J'ai traversé Rennes sous un ciel qui rosissait. Et tout le long du chemin, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Quelque chose d'ancien, de profond, qui avait été endormi trop longtemps. Quelque chose qui ressemblait à de la révolte. Ou peut-être à de l'espoir. Je ne savais pas encore. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai traversé la ville comme si je la voyais pour la première fois.
les rues pavées, les façades en pierre, les lumières chaudes des bistrots où les gens riaient, trinquaient, vivaient. Tout me semblait à la fois familier et étranger. Comme si je portais déjà une autre vie en moi. Une vie qui n'attendait qu'un signal pour éclore. Une vie qui serait la mienne. Enfin. En arrivant dans mon appartement vide, 3 pièces trop grandes pour une femme seule, remplies de meubles que je n'aimais pas vraiment mais que j'avais achetés par nécessité, j'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures. Mes pieds étaient gonflés. J'ai fait chauffer de l'eau pour une tisane. Camomille et tilleul. Celle que grand-mère me préparait quand j'étais petite et que je n'arrivais pas à dormir. Puis, j'ai allumé une bougie sur la table du salon. Une bougie blanche, simple, dans un photophore en verre. Une habitude que m'avait transmise grand-mère Jeanne. Quand tu as besoin de clarté, disait-elle, allume une lumière. Pas pour prier, forcément. Juste pour te rappeler qu'il y a toujours une petite flamme quelque part, même dans le noir. Et demande. Demande ce dont tu as besoin. Même si tu ne sais pas à qui tu demandes. Je ne savais pas à qui je demandais. Je n'étais pas très croyante, enfin pas de façon formelle. Mais il y avait quelque chose. Une présence, peut-être. Ou juste l'idée qu'on n'est pas complètement seul face à ses choix. Que quelque chose nous guide, nous pousse, nous murmure la direction quand on ne sait plus où aller. Je me suis assise face à la bougie. La flamme dansait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Dehors, la pluie recommençait à tomber. Ce petit crépitement régulier sur les vitres qui avait bercé toute mon enfance à Rennes. « Aide-moi », j'ai murmuré. « Aide-moi à savoir si j'ai le droit de partir, si j'ai le droit de penser à moi, si j'ai le droit d'être autre chose qu'une mère, qu'une employée, qu'un distributeur de billets. » La flamme a vacillé, comme si elle répondait. Ou peut-être que c'était juste un courant d'air, mais j'ai choisi de croire que c'était une réponse, parce que j'avais besoin d'y croire. Et moi, Françoise Moreau, 63 ans, secrétaire depuis 40 ans, mère depuis 32 ans, j'ai compris que quelque chose était en train de se briser. Quelque chose de nécessaire. Quelque chose qui faisait mal, mais qui ressemblait étrangement à une naissance. On ne naît pas qu'une fois dans une vie. Parfois, on renaît. À 63 ans, au milieu des décombres de ce qu'on croyait être notre existence. Et c'est peut-être là, dans cette deuxième naissance, qu'on devient enfin soi-même. J'ai soufflé la bougie. J'ai bu ma tisane. Je me suis couchée. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans cauchemar. Sans réveil brusque à 3 heures du matin, l'esprit encombré de factures, de reproches, de culpabilité. J'ai dormi, comme si mon corps savait déjà, comme s'il avait déjà choisi, avant même que mon esprit ose le formuler. Demain, je retournerai au cabinet. Je taperai des lettres. Je dirai « Bien, maître ». Mais après-demain, samedi, je prendrai le train pour Saint-Briac-sur-Mer et je verrai ce studio, cette fenêtre ouverte sur l'océan, cette vie possible. Et peut-être que j'aurai enfin le courage de dire oui, pas à elle, à moi. Le vendredi est passé comme dans un brouillard. Je me suis levée, j'ai préparé mon café, j'ai marché jusqu'au cabinet. Tout était pareil. Et pourtant, tout était différent. Chaque geste me semblait étrange, comme si je le faisais pour la dernière fois, ou comme si je me regardais vivre de l'extérieur, spectatrice de ma propre existence. Maître Leroux m'a demandé de préparer 3 dossiers urgents pour lundi. Vous pourrez rester un peu plus tard ce soir, Françoise? C'est vraiment très important. J'ai dit oui, comme toujours. Mais en tapant les documents, je me surprenais à regarder l'heure, à compter les minutes, à penser au train que je prendrais demain. Le 10h47 pour Saint-Malo, avec correspondance à Dole de Bretagne. 1h40 de trajet. J'avais déjà vérifié 3 fois les horaires. À 13h, pendant ma pause déjeuner, je suis allée à la poste retirer de l'argent liquide. 500 €. Au cas où. Au cas où quoi, je ne savais pas exactement. Mais j'avais besoin de me sentir prête. Prête à quoi? À fuir? À recommencer? À trahir? Les mots tournèrent dans ma tête sans que j'arrive à leur donner un sens clair. En rentrant au cabinet, j'ai croisé Sylvie, une collègue du service comptabilité qui travaillait là depuis 15 ans. Elle fumait une cigarette devant l'entrée, l'air épuisé. « Alors Françoise, le week-end arrive enfin. Tu fais quoi de beau? »« Je vais voir la mer, » j'ai répondu sans réfléchir. Elle a souri. « Ah bon? Tu pars en week-end? C'est rare, toi qui ne bouges jamais. »« Oui, j'ai besoin de changer d'air. » Elle a tiré une dernière bouffée et a écrasé son mégot. « Tu as raison. Faut pas attendre d'être morte pour vivre un peu. » Elle a ri, mais son rire sonnait faux. Amer, comme si elle se parlait à elle-même. Je suis remontée au 3e étage. Les dossiers m'attendaient. J'ai tapé jusqu'à 19h. Mes doigts connaissèrent le chemin par cœur. Conjugaison du verbe légal, formule convenue, par la présente,
au terme de 6 juin, veuillez trouver. Un langage mort pour des vies mortes. Divorce, héritage, conflit de voisinage. Des gens qui se déchiraient pour de l'argent, pour des biens, pour avoir raison. 40 ans à voir l'humanité sous son pire jour. Et pourtant, je restais. Parce que c'était tout ce que je connaissais. En partant, j'ai dit bonsoir à Maître Leroux. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Bon week-end, Françoise. À lundi. Pas de merci pour les heures supplémentaires. Pas de reconnaissance, juste ce « à lundi » qui sonnait comme une évidence. Comme si ma présence était aussi naturelle que l'air qu'il respirait. Dehors, la nuit était tombée. Rennes s'illuminait. Les rues du centre-ville grouillaient de monde. Des groupes d'étudiants riaient bruyamment devant les bars. Des couples marchaient main dans la main. La vie, partout, vibrante et joyeuse. Et moi, au milieu, invisible. Une ombre parmi les ombres. En rentrant chez moi, j'ai préparé un petit sac de voyage. Quelques vêtements, ma trousse de toilette, un pull chaud au cas où le vent serait fort sur la côte. J'ai hésité à prévenir Pauline que je m'absentais pour le week-end. Puis j'ai décidé que non. Elle ne s'en apercevrait probablement même pas. Elle n'appelait que quand elle avait besoin de quelque chose. J'ai dîné légèrement. Une soupe de légumes réchauffés, un morceau de pain. Je n'avais pas très faim. Mon estomac était noué. Un mélange d'excitation et d'angoisse que je ne savais pas démêler. Je me sentais comme une adolescente qui s'apprête à faire une bêtise. Mais quelle bêtise? Visiter un appartement? Aller voir la mer? C'était ridicule de me sentir coupable. Et pourtant, je me sentais coupable. Avant de me coucher, j'ai rallumé la bougie, la même que la veille. Si c'est une erreur, montre-moi, j'ai murmuré. Donne-moi un signe, n'importe quoi. J'ai attendu. Le silence. Juste le bruit de la pluie qui tambourinait doucement contre les vitres. Pas de signe. Pas de voix divine. Juste moi, face à moi-même, face à ce choix qui n'en était peut-être même pas un. Parce qu'au fond, je savais déjà. Mon corps savait. Mon cœur savait. Je me suis endormie tard, vers minuit, et j'ai rêvé de grand-mère Jeanne. Elle était sur la plage de Saint-Briac, vêtue de sa robe à fleurs bleues qu'elle portait toujours l'été. Elle me souriait. « Viens !» elle disait. « Viens, n'aie pas peur. La mer lave tout. » Je marchais vers elle, mais plus j'avançais, plus elle s'éloignait, jusqu'à disparaître dans la brume. Je me suis réveillée en sursaut à 6 heures du matin, le cœur battant, les joues mouillées. Avais-je pleuré dans mon sommeil? Samedi. Le jour J. Je me suis levée, douchée, habillée. J'ai mis un jean et un pull marine, des chaussures confortables. J'ai pris mon sac, j'ai bu un café debout dans la cuisine, incapable de m'asseoir. Puis je suis sortie. Il était 9 heures. Le train partait dans presque 2 heures, mais je ne tenais plus en place. J'ai marché jusqu'à la gare. Rennes se réveillait lentement ce samedi matin. Le marché des lys montait ses étals. Les odeurs de fromage, de légumes frais, de galettes chaudes flottèrent dans l'air frais. Des enfants couraient entre les stands. Des couples faisaient leurs courses en prenant leur temps, s'arrêtant pour goûter, pour discuter avec les producteurs. Une vie normale, une vie simple, que je n'avais jamais vraiment prise le temps de vivre. À la gare, je me suis assise sur un banc, mon sac sur les genoux. J'ai regardé les gens passer, des familles avec des valises, des jeunes avec des sacs à dos, des hommes d'affaires avec leurs attachés-cases. Tout le monde allait quelque part. Moi aussi, j'allais quelque part, même si je ne savais pas encore vraiment où. À 10h30, j'ai acheté mon billet. Allez simple. Le guichetier m'a regardé. « Pas de retour, madame ?» J'ai hésité. « Non, pas pour l'instant. » Il a haussé les épaules et m'a tendu le billet. 23 €. Le prix de la liberté. Ou en tout cas, le prix d'un début. Le train est arrivé à l'heure. Je suis montée. J'ai trouvé une place côté fenêtre. Le wagon était à moitié vide. Quelques voyageurs lisaient, dormaient, regardaient leur téléphone. Personne ne faisait attention à moi. J'étais juste une femme de 63 ans qui prenait le train un samedi matin. Rien de remarquable. Rien de spectaculaire. Le train s'est ébranlé. Rennes a défilé derrière la vitre. Les immeubles, les zones pavillonnaires, puis la campagne. Les champs bretons, verts et humides, parsemés de vaches, de fermes isolées, de petits villages aux clochers pointus. Le ciel était bas, gris, mais par moments, le soleil perçait et tout s'illuminait d'une lumière dorée. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Fragile, tremblante, mais réelle. À Dole de Bretagne, j'ai changé de train. Un petit tortillard local qui cahotait sur les rails en grinçant. Il y avait 3 autres passagers. Une dame âgée avec un cabas plein de légumes.
Un jeune homme avec des écouteurs. Et moi. Le paysage changeait. Les champs laissaient place aux pins maritimes, aux ajoncs, à cette végétation basse et têtue qui résiste au vent salé. Et puis, soudain, entre deux collines, je l'ai vue. La mer. Cette bande bleue à l'horizon. Mon cœur s'est arrêté. Littéralement. Comme si tous mes souvenirs d'enfance refluaient d'un coup. Grand-mère qui me tenait la main. Les châteaux de sable. Les cris des mouettes. Le goût du sel sur les lèvres. La mer lave tout, Françoise. N'oublie jamais. Le train s'est arrêté à Saint-Briac. Une petite gare de campagne, presque déserte. Je suis descendue. L'air sentait l'iode et les algues. Un vent frais m'a giflé. J'ai inspiré profondément. Ça sentait la vie. Ça sentait l'enfance. Ça sentait le possible. J'ai sorti mon téléphone. L'adresse, 12 rue de la Houle. J'ai demandé mon chemin à une boulangère qui sortait des baguettes du four. C'est tout droit, ma petite dame. 10 minutes à pied, pas plus. Ma petite dame. Ça m'a fait sourire. Personne ne m'appelait plus comme ça. J'ai marché. Le village était charmant. Des maisons de pierre, des volets bleus et blancs, des hortensias partout. Des barques sur des remorques, des filets qui séchaient. Une vie simple, ancrée dans le réel, dans le concret. Pas de faux semblants, pas de promesses vides. La rue de la Houle longeait la côte. À ma gauche, des maisons. À ma droite, la mer. Immense, brillante, infinie. Je me suis arrêtée. J'ai posé mon sac, j'ai regardé et j'ai pleuré. Comme ça, sans prévenir. Des larmes qui coulaient toutes seules, libérant quelque chose qui était coincé depuis trop longtemps. Des larmes de joie, de tristesse, de soulagement, de peur. Tout mélangé. Le numéro 12 était une petite maison blanche, divisée en 3 studios. Une femme d'une 50aine d'années m'attendait devant la porte. Cheveux courts, sourire franc, pull marin. Madame Moreau? Moi, c'est Brigitte. Bienvenue. On s'est serré la main. Elle avait une poigne ferme. Alors, vous venez de Rennes? Oui, j'y travaille depuis longtemps. Et vous cherchez un pied-à-terre ici? J'ai hésité. Qu'est-ce que je cherchais? Un pied-à-terre? Une échappatoire? Une nouvelle vie? Je cherche. Un endroit pour respirer. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Venez, c'est au premier étage. On a monté un escalier extérieur en bois. Elle a ouvert la porte, et je suis entrée. Dans ma vie. Dans celle qui m'attendait depuis toujours. Le studio était exactement comme sur les photos. Petit, simple, blanc et bleu, une kitchenette propre, un coin nuit avec un lit en fer forgé, une salle d'eau minuscule mais fonctionnelle, et cette fenêtre. Cette immense fenêtre qui ouvrait sur l'océan, le ciel, l'infini. C'est meublé comme vous voyez. Il y a tout ce qu'il faut. Les charges sont comprises. Vous pouvez emménager quand vous voulez. Je me suis approchée de la fenêtre. En bas, la plage. Le sable mouillé qui brillait. Les vagues qui se brisaient doucement. Un couple qui promenait un chien, un enfant qui courait. La vie. Simple, belle, vraie. Je le prends. Brigitte a souri. Vous ne voulez pas réfléchir? Non, je le prends. D'accord. Alors il me faut juste un mois de caution, le premier loyer et une copie de votre pièce d'identité. Vous pouvez me virer ça dans la semaine si vous voulez. J'ai secoué la tête. Non, j'ai l'argent sur moi. Je paye maintenant. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. Les 500 € que j'avais retirés la veille, plus 400 que j'avais en réserve. 900 €. Cash. Brigitte a eu l'air surprise. Eh bien, d'accord. Je vais vous faire un reçu. Elle est sortie chercher de quoi écrire. Je suis restée seule, face à la mer, face à moi-même. Mon téléphone a vibré. Pauline. Coucou maman. T'es où? J'ai essayé de t'appeler. Tu peux me rappeler? J'ai regardé le message. Puis, j'ai regardé la mer. Et j'ai choisi. J'ai éteint le téléphone. Pas pour toujours. Juste pour aujourd'hui. Juste pour respirer. Brigitte est revenue avec le reçu et les clés. Voilà. Bienvenue chez vous, Françoise. Chez moi. Ces mots ont résonné étrangement. Comme si c'était la première fois que je les entendais vraiment. Chez moi. Un lieu qui n'appartenait qu'à moi. Où personne n'attendait rien. Où je n'avais pas à être utile, efficace, dévouée. Juste être. Brigitte est partie. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé autour de moi. Ce petit espace. Ces 40 mètres carrés face à l'océan. Et j'ai su. J'ai su que quelque chose venait de basculer. Que je ne pourrais plus revenir en arrière. Pas complètement. Que j'avais franchi une ligne invisible. Je suis restée là jusqu'au soir. À regarder la lumière changer, à écouter le bruit des vagues, à respirer, juste respirer.
Et quand la nuit est tombée, que les premières étoiles sont apparues dans le ciel noir, j'ai rallumé mon téléphone. 15 messages de Pauline, de plus en plus inquiet. De plus en plus agacé. « Maman, où t'es? » Maman répond STP. « Maman, c'est pas drôle. » « Maman, je m'inquiète. » J'ai tapé une réponse, simple, directe. « Je suis à la mer. Je vais bien. Je rentre demain. On parlera. » Sa réponse a fusé. « À la mer? Mais pourquoi? T'aurais pu me dire? » J'ai souri. Un sourire triste, mais libérateur. « Oui, j'aurais pu. » Je n'ai rien ajouté. J'ai éteint à nouveau le téléphone. Demain, je rentrerai à Rennes. Je reprendrai le train. Je retournerai à mon appartement. Mais quelque chose aurait changé. Quelque chose d'irréversible. Parce que maintenant, j'avais un endroit à moi. Une fenêtre ouverte sur l'océan. Une promesse. Une possibilité. Et lundi matin, j'irai au cabinet. Et je demanderai à voir Maître Leroux. Et je dirai les mots que j'aurais dû dire il y a des années. Je prends ma retraite. 3 mots. Si simple, si lourd, si libérateur. Le dimanche soir, je suis rentrée à Rennes avec un poids différent dans la poitrine. Pas plus léger, pas plus lourd, juste différent. Comme si j'avais échangé la culpabilité contre l'appréhension. Le train traversait la campagne bretonne dans la nuit tombante et je regardais mon reflet dans la vitre. Une femme de 63 ans aux cheveux gris, aux rides creusées par 40 années de labeur. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Une petite flamme, fragile, mais tenace. J'avais les clés du studio dans ma poche. Je les touchais de temps en temps, comme pour m'assurer qu'elles étaient réelles, que je n'avais pas rêvé, que cette fenêtre ouverte sur l'océan existait vraiment et qu'elle était à moi seule. En arrivant chez moi vers 21h, j'ai trouvé 3 messages sur mon répondeur fixe. Tous de Pauline. Le premier, vers midi. « Maman, c'est moi. Tu rentres quand? Rappelle-moi. » Le deuxième, vers 15h. « Maman, sérieux, tu me fais flipper. T'es où exactement? » Le troisième, vers 18h, la voix agacée. « Ok, visiblement tu ne veux pas répondre. Tant pis. On se voit cette semaine, j'imagine. » Je n'ai pas rappelé. J'ai préparé une tisane, je me suis douchée, je me suis couchée. Demain serait un jour important. Peut-être le plus important de ma vie. Je devais dormir. Mais le sommeil ne venait pas. Je regardais le plafond dans le noir et je répétais mentalement les mots. Je prends ma retraite. Simple, direct, irrévocable. Vers minuit, j'ai rallumé ma lampe de chevet. J'ai pris un papier et un stylo. Et j'ai écrit. Pas une lettre de démission officielle, juste une liste. Une liste de tout ce que j'avais sacrifié pendant 40 ans, les voyages que je n'avais pas faits, les livres que je n'avais pas lus, les amis que j'avais perdus de vue parce que je n'avais jamais le temps, les matins où je m'étais réveillée en pleurant sans savoir pourquoi, les soirs où j'avais mangé debout dans ma cuisine, trop fatiguée pour même m'asseoir, les dimanches passés à rattraper le travail en retard, les Noëls passés seuls parce que Pauline était chez des amis et que je ne voulais pas être un poids. La vie. J'avais sacrifié ma vie. J'ai relu la liste. Puis je l'ai pliée et je l'ai glissée dans mon portefeuille. Pour ne pas oublier. Pour ne pas céder quand viendrait la tentation de reculer. Lundi matin, j'étais au cabinet à 7h. Même heure que d'habitude. Même trajet. Même café. Mais tout était différent. Chaque geste portait le poids de ce qui allait suivre. J'ai rangé mon bureau méticuleusement. J'ai classé tous les dossiers en cours. J'ai préparé une liste de tout ce qui était urgent, avec les dates limites, les contacts importants, les procédures en cours. Si je partais, je partirais proprement. C'était ma façon à moi de rester digne. À 9h, Maître Leroux est arrivé. Il m'a à peine regardée. « Bonjour Françoise, le dossier Bertrand, il est où ?» J'ai inspiré profondément. C'était maintenant ou jamais. « Sur votre bureau, maître, mais j'aurais besoin de vous parler. Vous avez 5 minutes ?» Il a levé les yeux, surpris. En 40 ans, je ne lui avais jamais demandé de rendez-vous. J'attendais toujours qu'il me convoque. Oui? Maintenant? Si possible. Il a froncé les sourcils. Bon, entrez. Je l'ai suivi dans son bureau. Une grande pièce lambrissée qui sentait le vieux cuir et le tabac. Des bibliothèques remplies de codes juridiques. Un bureau massif en chêne. 2 fauteuils en velours bordeaux pour les clients. Moi, je suis restée debout. Alors? Il s'est assis, a croisé les mains sur son bureau. « Maître, je viens vous informer que je prends ma retraite. Mon préavis commence aujourd'hui. Dans 3 semaines, je ne serai plus là. » Le silence. Un long silence. Il me regardait comme si je venais de parler chinois. « Pardon? Je prends ma retraite. J'ai mes trimestres depuis des années. J'aurais dû partir il y a longtemps. » Il s'est adossé à son fauteuil.
Son visage s'est durci. « Françoise, c'est une blague? »« Non, maître. Mais vous ne pouvez pas partir comme ça. Il y a des dossiers en cours, des audiences, des clients qui vous connaissent. C'est pour ça que je fais 3 semaines de préavis. J'ai préparé toute la documentation. Je formerai votre nouvelle secrétaire si vous en trouvez une. » Il s'est levé, a fait le tour de son bureau. Il était rouge. « Françoise, soyons sérieux. Vous avez 63 ans. Qu'est-ce que vous allez faire de vos journées? Vous allez vous ennuyer en 1 semaine. J'ai serré les poings dans mes poches. Je vais vivre, maître. » Vivre? Vous vivez déjà? Vous avez un travail stable, un salaire correct, des collègues. J'ai une vie qui ne m'appartient pas. Il m'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois en 40 ans peut-être. C'est à cause d'un homme? Vous avez rencontré quelqu'un? J'ai failli rire. Non, maître, c'est à cause de moi. J'ai rencontré moi-même, et il est temps qu'on apprenne à vivre ensemble. Il a secoué la tête, visiblement dépassé. Je ne comprends pas. Vous étiez si fiable, si dévoué. Justement. Il est retourné s'asseoir, a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux. Bon, si c'est vraiment ce que vous voulez, je ne peux pas vous retenir. Mais c'est un coup dur, Françoise. Un vrai coup dur. Je sais, et j'en suis désolée. Mais je dois le faire. Il a hoché la tête, défait. Très bien. Préparez-moi une lettre officielle. Et merci pour toutes ces années. Je ne vous l'ai peut-être jamais dit, mais vous avez été une collaboratrice précieuse. Les mots sont arrivés trop tard. 40 ans trop tard. J'ai acquiescé. Merci, maître. Je suis sortie de son bureau. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. La nouvelle s'est répandue dans le cabinet comme une traînée de poudre. À midi, tout le monde savait. Sylvie est passée me voir, les yeux écarquillés. « C'est vrai? Tu pars vraiment? » J'ai hoché la tête. Elle m'a serrée dans ses bras. « Bon sang, Françoise, tu as du courage. » Je rêve de faire pareil, mais je n'oserai jamais. Madame Blanchet, la cliente dont les mots m'avaient tant marqué, est venue spécialement pour me dire au revoir. Elle m'a pris les mains. « Vous avez écouté. Vous n'avez pas tout donné. Je suis fière de vous. » Elle avait les larmes aux yeux. Moi aussi. Mais c'était Pauline qui m'inquiétait. Je ne lui avais encore rien dit. Je savais que je devais le faire. Mais j'avais peur. Peur de sa réaction. Peur de la blesser. Peur de devenir à ses yeux une mauvaise mère. Comme si je ne l'étais pas déjà un peu, à force de tout donner sans jamais rien exiger en retour. Le soir, en rentrant chez moi, je l'ai appelée. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Ah, maman, enfin. T'étais passée où ce week-end? » « À Saint-Briac. J'avais besoin de prendre l'air. »« Saint-Briac? Pourquoi là-bas? » J'ai respiré profondément. « Pauline, il faut qu'on se voie. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Un silence. Puis, « T'es malade? » ?»« Non, je vais bien, mais c'est important. »« OK, demain soir, on peut dîner ensemble? »« D'accord, chez moi, 19h. »« OK, maman, à demain. » J'ai raccroché. J'avais 24 heures pour trouver les mots. 24 heures pour me préparer à l'ouragan. Le mardi a passé dans un brouillard d'angoisse. Au bureau, j'ai commencé à former Estelle, une jeune femme de 28 ans que Maître Leroux avait embauchée en urgence. Elle était gentille, appliquée, mais perdue. Tout lui semblait compliqué. J'essayais d'être patiente, mais je voyais bien qu'elle ne tiendrait pas. Ou alors, elle apprendrait. Comme j'avais appris. À force de tomber et de se relever. À 18h, je suis rentrée. J'ai préparé un bœuf bourguignon, le plat préféré de Pauline, comme pour adoucir le coup, comme pour me faire pardonner d'avance. J'ai mis la table. 2 assiettes, 2 verres, une bouteille de vin rouge. J'ai même sorti la nappe en lin, celle que je gardais pour les grandes occasions. À 19h pile, on a sonné. Pauline était là, souriante, un bouquet de fleurs à la main. « Coucou maman, tiens, c'est pour toi. » Elle m'a embrassée. Elle sentait son parfum habituel, celui qui coûtait 80 € le flacon. Elle portait une veste en cuir neuve. Encore de l'argent dépensé. Mais ce soir, je n'ai rien dit. On s'est assise. On a mangé. Elle parlait de son cours de pilates, d'une amie qui venait de rompre avec son copain, d'une série Netflix qu'elle adorait. Je l'écoutais à moitié. J'attendais le bon moment. Mais y a-t-il un bon moment pour briser le cœur de son enfant? Au dessert, une tarte aux pommes que j'avais achetée à la boulangerie. Elle a posé sa fourchette. « Bon, tu voulais me dire quoi? » J'ai bu une gorgée de vin pour me donner du courage. « Pauline, j'ai pris ma retraite. Enfin, je vais la prendre. Dans 3 semaines, je quitte le cabinet. » Elle a cligné des yeux.
Ah, ok. C'est bien, non? Tu vas enfin pouvoir te reposer. Oui, et je vais déménager. Là, son visage a changé. Déménager? Où ça? À Saint-Briac-sur-Mer. J'ai loué un studio, face à la mer. Le silence. Un long silence pesant. Puis elle a ri. Un rire nerveux, incrédule. Attends, tu déconnes, là? Non. Mais pourquoi? T'as ta vie ici? Ton appart, tes habitudes? Moi? Justement. Je veux une autre vie. Son visage s'est durci. Une autre vie? C'est quoi, ça veut dire quoi? Sa voix montait. Maman, t'as 63 ans? On ne recommence pas sa vie à 63 ans. Pourquoi pas? Parce que c'est ridicule. Et puis, tu vas faire quoi toute seule dans un trou perdu? Tu vas t'ennuyer, tu vas déprimer, et dans 6 mois, tu vas vouloir revenir. Peut-être, mais j'ai besoin d'essayer. Elle s'est levée, a fait les 100 pas dans la pièce. Non mais attends, je rêve. Et moi, dans tout ça, tu y as pensé à moi? Évidemment que j'ai pensé à toi. Ah ouais? Et qu'est-ce que je vais devenir si t'es à 100 bornes? Qui va m'aider quand j'aurai besoin? Et voilà, c'était ça. Pas « tu vas me manquer ». Pas « je m'inquiète pour toi ». Juste « qui va m'aider ». Qui va payer? Qui va réparer? Qui va être là pour servir? Pauline, tu as 32 ans. Et alors? Alors, il est temps que tu apprennes à te débrouiller seule. Elle m'a regardée comme si je l'avais giflée. Me débrouiller seule? Mais qu'est-ce que tu crois que je fais? Tu vis avec mon argent depuis des années. C'est faux? Pauline, ton loyer, ta voiture, tes cours, tes formations, tes sorties. Qui paie? Elle a serré les mâchoires. Tu me l'as toujours proposé. J'ai jamais rien demandé. C'est vrai. Mais j'ai eu tort. J'aurais dû te laisser tomber. Te laisser apprendre à te relever toute seule. Les larmes sont montées dans ses yeux. Donc c'est ça? Tu me laisses tomber? Comme ça, du jour au lendemain? Je ne te laisse pas tomber. Je te laisse grandir. Non, tu m'abandonnes, comme papa. Le coup est parti, direct au cœur. J'ai vacillé. Ne dis pas ça. Pourquoi? C'est la vérité. Papa est parti parce qu'il en avait marre de nous. Et toi, tu fais pareil. T'en as marre de moi. Pauline, ce n'est pas vrai. Je t'aime, mais je ne peux plus continuer comme ça. Je suis fatiguée. J'ai besoin de vivre pour moi. Elle a ri. Un rire amer, méchant. Pour toi? Mais t'es qui, toi? T'es juste une secrétaire qui tape des lettres. T'as jamais rien fait d'extraordinaire de ta vie. Et là, tu crois que tu vas te réinventer à 63 ans? C'est pathétique, maman. Les mots sont entrés comme des lames de couteau. J'ai senti mes yeux brûler. Mais je ne pleurerai pas. Pas devant elle. Pas maintenant. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est pathétique. Mais au moins, j'essaie. Et moi, je fais quoi? Ce que tu aurais toujours dû faire. Tu travailles, tu paies tes factures, tu assumes ta vie. Elle a attrapé son sac. Ok, j'ai compris. Tu veux plus de moi? Très bien. Mais ne viens pas pleurer après quand tu te rendras compte que t'as tout gâché. Pauline. Non, j'ai rien à ajouter. Elle est partie vers la porte. Puis elle s'est retournée, le visage déformé par la colère et les larmes. Juste une dernière chose. Je te préviens, j'ai plus de travail depuis 2 semaines. Mon loyer est dû vendredi. Si tu paies pas, je me retrouve à la rue. Donc voilà, à toi de voir quel genre de mère tu veux être. Et elle est partie en claquant la porte. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis restée debout au milieu de ma salle à manger, les jambes coupées, le cœur en miettes. Sur la table, le repas à moitié mangé. Le bouquet de fleurs qu'elle m'avait apporté. Tout semblait irréel. Je me suis assise. J'ai posé ma tête entre mes mains. Et j'ai pleuré. Longtemps. Parce que c'était dur. Parce que c'était injuste. Parce que j'étais en train de perdre ma fille pour sauver ma vie. Et que je ne savais pas si c'était le bon choix. Puis, au fond de mes larmes, une petite voix. La voix de grand-mère. Tu n'es pas responsable de son bonheur. Tu es responsable du tien. Aime-la, mais ne te sacrifie plus. J'ai relevé la tête. J'ai essuyé mes larmes. Et j'ai pris une décision. Le mercredi matin, je suis allée à la banque. J'ai demandé à parler à mon conseiller. Monsieur Renaud, un homme d'une 50aine d'années, toujours très courtois. Madame Moreau, que puis-je faire pour vous? Je veux supprimer tous les virements automatiques vers le compte de ma fille. Et je veux retirer son accès à ma carte de crédit secondaire. Il a levé les sourcils. Vous êtes sûre? Certaine. Il a piano sur son ordinateur. Voilà, c'est fait. Les prélèvements cesseront dès demain. Merci. En sortant de la banque, j'ai senti un mélange étrange. De la culpabilité, oui.
mais aussi quelque chose d'autre. Du soulagement. Comme si on venait de m'enlever un poids de 100 kilos des épaules. Le soir même, Pauline a appelé. 15 fois. Je n'ai pas décroché. Puis elle m'a envoyé des messages. D'abord suppliant. « Maman, on peut parler ?» J'ai dit des choses horribles, pardon. Puis accusateur. « Maman, réponds, c'est pas drôle. » Puis désespéré. « Maman, j'ai reçu une notification de la banque. Qu'est-ce que t'as fait? Tu peux pas me faire ça. » Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone, j'ai allumé ma bougie et j'ai prié. « Mon Dieu, si tu existes, aide-moi à tenir bon. Aide-moi à ne pas céder. Aide-la à comprendre. Et si elle ne comprend pas maintenant, fais qu'elle comprenne un jour. Un jour où elle aura elle-même des enfants, peut-être. Ou un jour où elle sera confrontée à ses propres limites. Fais qu'elle me pardonne. Mais surtout, fais que je me pardonne. » Les 2 semaines suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. Pauline n'a plus donné de nouvelles. J'ai failli craquer 100 fois. Décrocher mon téléphone, envoyer un virement, réparer, sauver. Mais je tenais bon. Chaque soir, je regardais les photos du studio. Cette fenêtre ouverte sur la mer. Cette promesse. Au cabinet, j'ai bouclé tous les dossiers en cours. J'ai formé Estelle du mieux que j'ai pu. Maître Leroux évitait mon regard. Comme si je l'avais trahi. Le dernier jour, un vendredi, il m'a appelé dans son bureau. « Françoise, voici votre solde de tout compte. » Et voilà. Il m'a tendu une enveloppe. De la part de toute l'équipe. J'ai ouvert. Une carte. « Bonne retraite, Françoise. Tu vas nous manquer. » Signé par tout le monde. Et un chèque cadeau de 500 € pour une enseigne de décoration. J'ai senti ma gorge se serrer. « Merci, merci beaucoup. » Il s'est levé, m'a serré la main. « Bonne chance, Françoise. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. » J'ai vidé mon bureau. Les photos, le calendrier, les stylos. 40 ans contenus dans un carton. J'ai dit au revoir à tout le monde. Sylvie m'a serré dans ses bras en pleurant. « Vas-y, vis pour nous toutes. » À 18h, je suis sortie du cabinet Leroux & Associés pour la dernière fois. Le soir tombait sur Rennes. Les rues brillaient sous une pluie fine. J'ai marché lentement, le carton sous le bras. Et je me suis sentie libre, terrifiée, mais libre. Le dimanche, j'ai chargé ma voiture. J'avais vendu la plupart de mes meubles, gardé l'essentiel. Quelques cartons de vêtements, de livres, de souvenirs. Mon appartement était presque vide. J'avais donné mon préavis. Dans 2 mois, quelqu'un d'autre vivrait ici. J'ai fait un dernier tour. Cette cuisine où j'avais préparé tant de repas. Cette chambre où j'avais dormi seule pendant 30 ans. Ce salon où Pauline avait grandi, joué, pleuré, ri. Tant de souvenirs, tant de vies emmêlées. Mon téléphone a vibré. Un message, de Pauline, le premier depuis 2 semaines. « Maman, je sais que tu pars. Brigitte m'a envoyé ton adresse pour faire suivre le courrier. J'aurais voulu venir te dire au revoir. Mais je ne peux pas encore. C'est trop dur. Je suis en colère. Je suis blessée. Mais je t'aime quand même. Je crois. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Peut-être qu'un jour, je comprendrai. Pauline. » J'ai pleuré. Encore. Mais c'était différent. C'était un début. Pas une fin. Un début. J'ai répondu. « Ma chérie, je t'aime plus que tout. Plus que ma vie. C'est justement pour ça que je dois partir. Pour t'apprendre que l'amour, ce n'est pas tout donner. C'est aussi savoir se respecter soi-même. Je serai toujours ta mère. Mais je dois aussi redevenir Françoise. Je t'attends, quand tu seras prête. La porte sera toujours ouverte. Maman. » J'ai pris mes clés, mon sac, mon carton. Et je suis partie. La route vers Saint-Briac m'a paru à la fois interminable et trop courte. Mon cœur battait la chamade. Et si je faisais une erreur? Et si Pauline ne me pardonnait jamais? Et si je finissais seule, abandonnée, regrettant tout? Mais quand je suis arrivée, que j'ai garé ma voiture devant le numéro 12 de la rue de la Houle, que j'ai ouvert la porte de mon studio, que j'ai vu cette fenêtre immense ouverte sur l'océan qui scintillait sous le soleil couchant, tous mes doutes se sont évanouis. J'étais chez moi. Enfin. Vraiment. J'ai posé mon carton. J'ai ouvert la fenêtre en grand. L'air salé a envahi la pièce. J'ai respiré profondément. Et j'ai souri. Un sourire qui venait du plus profond de moi. Un sourire de victoire. Pas sur ma fille, sur ma peur, sur mes chaînes, sur ma culpabilité. Le soir, j'ai allumé ma bougie sur le rebord de la fenêtre. Elle vacillait dans le vent marin. « Grand-mère », ai-je murmuré, « je suis revenue. Tu avais raison. La mer lave tout. » Et cette nuit-là, bercée par le bruit des vagues, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. Profondément, paisiblement, libre.
Les premières semaines à Saint-Briac ont été étranges. Pas difficiles, juste étranges. Comme si j'avais atterri sur une autre planète où les règles que j'avais connues pendant 63 ans ne s'appliquaient plus. Je me réveillais le matin sans réveil. Pas de train à prendre, pas de bureau à rejoindre, pas de maître Leroux qui m'attendait avec une pile de dossiers urgents. Juste le bruit des vagues, le cri des mouettes et cette lumière dorée qui entrait par la fenêtre. Les premiers jours, je ne savais pas quoi faire de moi. J'errais dans le studio, rangeais et re-rangeais les mêmes 3 cartons, préparais du café que je laissais refroidir en regardant la mer. J'avais passé 40 ans à courir, et maintenant que je pouvais enfin m'arrêter, je ne savais plus comment marcher lentement. Le 3e jour, Brigitte, la propriétaire, est passée voir si tout allait bien. Elle m'a trouvée assise sur le petit muret devant le studio, un café froid à la main, le regard perdu vers l'horizon. « Ça va, Françoise ? Vous avez l'air. » Ailleurs. J'ai souri faiblement. Je crois que je ne sais plus qui je suis quand je ne suis pas en train de travailler. Elle s'est assise à côté de moi. C'est normal. Vous avez travaillé combien de temps ? 40 ans, sans interruption. Elle a sifflé doucement. Sacrée transition. Mais vous savez quoi ? Ça va venir. Il faut juste vous laisser le temps. Vous avez le droit de ne rien faire. Vous avez le droit de vous ennuyer. Vous avez le droit d'exister sans être utile. Ces mots m'ont frappé. Le droit d'exister sans être utile. Toute ma vie, j'avais construit mon identité sur mon utilité. Secrétaire utile, mère utile, femme qui rendait service, qui réparait, qui colmatait. Et maintenant, qui étais-je si je n'étais utile à personne ? Venez, a dit Brigitte en se levant. Je vais vous présenter au village. Il faut que vous rencontriez des gens, que vous vous encriez ici. On a marché jusqu'au centre du village. Saint-Briac n'était pas grand. Une rue principale avec une boulangerie, une boucherie, un petit carrefour contact, un bar tabac, une poste. Brigitte me présentait à tout le monde. Voici Françoise. Elle vient de s'installer rue de la Houle. Elle vient de Rennes. Les gens souriaient, disaient bonjour, posaient des questions polies. Certains avaient cet accent breton chantant que j'avais oublié. D'autres étaient des transplantés comme moi, venus de Paris, de Lyon, de Nantes, cherchant une vie plus simple. À la boulangerie, Madame Guilloux, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux permanentés, m'a tendu une galette encore chaude. « Tenez, c'est cadeau. Bienvenue à Saint-Briac. Vous allez voir, c'est calme ici. Peut-être trop pour ceux qui aiment l'agitation. Mais pour se retrouver, c'est parfait. » J'ai mordu dans la galette. Le beurre salé fondait sur ma langue. C'était délicieux. Simple, vrai. Merci. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Au bar tabac Le Corsaire, un homme aux cheveux blancs jouait aux cartes avec 3 autres retraités. Brigitte m'a présenté. Voici Yves, Pierrick, Jean-Claude et Alain, les piliers du village. Ils ont levé les yeux, ont souri. « Bienvenue, mademoiselle. »« Mademoiselle. » Ça m'a fait sourire. « Vous jouez aux cartes ?» a demandé Yves. « Un peu. Ça fait longtemps. »« Eh bien, faudra revenir. » On joue tous les mardis et jeudis après-midi. En rentrant chez moi, il fallait que je m'habitue à ces mots. Je me sentais un peu moins perdue, comme si le village m'avait tendu la main, comme si on me disait « Tu es la bienvenue. Tu as ta place ici. » Les jours se sont mis à prendre une forme. Chaque matin, je me levais vers 8 heures. Je préparais du café, j'ouvrais la fenêtre en grand même quand il faisait froid, et je restais là, emmitouflée dans une couverture, à regarder la mer changer de couleur. Certains jours, elle était d'un bleu profond, presque noir. D'autres, elle brillait comme de l'argent. D'autres encore, elle était grise et agitée, les vagues se fracassant contre les rochers avec une violence qui me fascinait. Après le café, je marchais. Tous les matins, 2 heures de marche sur les sentiers côtiers. Le GR34, ce fameux sentier des douaniers qui longe toute la Bretagne. Je croisais d'autres marcheurs, des retraités comme moi, des touristes avec leurs sacs à dos trop lourds, des locaux qui promenaient leurs chiens. On se saluait d'un bonjour discret. On échangeait parfois quelques mots sur la météo, sur la beauté du paysage. Rien de profond. Mais c'était suffisant. Ces petits liens ténus me rattachaient au monde. Je découvrais mon corps, ses limites, ses forces. Mes genoux me faisaient mal les premiers jours, puis ils se sont habitués. Mes poumons se sont ouverts. Mon souffle est devenu plus long, plus profond. Je perdais du poids sans m'en rendre compte. Pas beaucoup, juste ce qu'il fallait. Je dormais mieux, je mangeais mieux. Des choses simples, du poisson frais acheté au port, des légumes du marché, du pain de Madame Guilloux. Je réapprenais à cuisiner pour moi, pour me faire plaisir. Pas pour nourrir, pas par obligation. Juste parce que c'était bon. Mais le soir,
Quand le soleil se couchait et que la nuit tombait sur l'océan, la solitude me rattrapait. Je regardais mon téléphone. Pas de nouvelles de Pauline depuis son dernier message, 3 semaines plus tôt. J'avais envie de l'appeler, envie de savoir comment elle allait, envie de savoir si elle me détestait toujours. Mais je me retenais. Il fallait qu'elle fasse le chemin elle-même, que ce soit elle qui décide de revenir vers moi ou pas. Certains soirs, je pleurais. Pas de désespoir, juste de tristesse. Parce que c'était dur, parce que la liberté avait un prix, et que ce prix, c'était la solitude. Parce que j'avais sacrifié une relation pour sauver ma vie, et que je ne savais pas encore si ça en valait la peine. Un soir, alors que je pleurais devant ma fenêtre, j'ai vu une silhouette s'approcher sur la plage. Une femme, seule, qui marchait lentement, les pieds dans l'eau. Elle s'est arrêtée, a regardé le ciel, a levé les bras comme pour embrasser l'horizon. Et elle est restée là, immobile, longtemps. Je ne sais pas qui elle était. Je ne sais pas ce qu'elle portait comme poids. Mais dans ce geste, j'ai vu quelque chose. Une communion. Avec la mer, avec le ciel, avec quelque chose de plus grand que soi. Et j'ai compris que je n'étais pas la seule à chercher. Que le monde était rempli de gens comme moi, qui cherchaient une fenêtre ouverte, un peu d'air, un peu de sens. Cette nuit-là, j'ai allumé ma bougie et j'ai dit merci. Merci pour ce que j'avais perdu, parce que ça m'avait permis de trouver. Merci pour la douleur, parce qu'elle prouvait que j'étais vivante. Merci pour Pauline, même si elle me manquait, parce qu'elle m'avait forcée à me choisir. Et merci pour cette fenêtre, cette mer, cette vie qui était enfin la mienne. Au bout d'1 mois, j'ai commencé à m'ennuyer. Pas de façon désagréable, juste un besoin de faire quelque chose, de me rendre utile, pas pour quelqu'un d'autre, pour moi, pour sentir que mes journées avaient un sens. Un mardi après-midi, je suis allée au bar Le Corsaire pour regarder les hommes jouer aux cartes. Yves m'a fait signe. « Hé, Françoise, vous tombez bien, on a besoin d'une 4e. Pierrick est chez le médecin. Vous savez jouer à la belote ?»« Un peu. Ma grand-mère me l'a apprise. »« Parfait. Asseyez-vous. » On a joué pendant 2 heures. Je me suis surprise à rire, à plaisanter, à me prendre au jeu. Quand on a terminé, Alain m'a payé un café. « Vous avez été bonne, Françoise. Faudra revenir. » Avec plaisir. En rentrant, je me sentais légère, comme si j'avais passé un test, comme si j'avais prouvé que je pouvais exister sans mon ancien rôle, que je pouvais être Françoise, tout simplement. Pas la secrétaire, pas la mère, juste Françoise. Le jeudi suivant, en faisant mes courses, j'ai remarqué une affiche sur le panneau de la mairie. Recherche bénévole pour l'association Solidarité Côte d'Émeraude, aide aux devoirs pour enfants en difficulté. 2 après-midi par semaine. J'ai noté le numéro. Le soir, j'ai appelé. Une femme a décroché. « Allô? Solidarité Côte d'Émeraude. Marine à l'appareil. Bonjour, j'appelle pour l'annonce. Les bénévoles. Oh, super. On a vraiment besoin de monde. Vous avez de l'expérience avec les enfants? J'ai une fille, mais elle est adulte maintenant. Par contre, j'ai beaucoup de patience. Marine a ri. C'est tout ce qu'il faut. Vous pouvez passer demain? On fait une réunion d'accueil à 14 h. Oui, je serai là. Le lendemain, je suis allée à la réunion. C'était dans une petite salle communale. Il y avait une dizaine de bénévoles. Des retraités pour la plupart, mais aussi quelques jeunes, des étudiants, des actifs qui donnaient de leur temps le soir. Marine, une femme énergique d'une 40aine d'années, a expliqué le fonctionnement. On aide des enfants du primaire et du collège qui ont des difficultés scolaires. Certains viennent de familles monoparentales, d'autres sont issus de l'immigration. Ils ont besoin d'accompagnement, de soutien et surtout d'attention, de l'attention. J'en avais tellement donné à Pauline. Peut-être trop, peut-être mal, mais j'avais appris. J'avais appris qu'aimer, ce n'était pas tout donner. C'était donner juste assez pour que l'autre grandisse, sans étouffer, sans remplacer, juste accompagner. On m'a attribué 2 enfants, Lucas, 9 ans, qui avait du mal en lecture, et Inès, 11 ans, qui avait des lacunes en mathématiques. Je les ai rencontrés le mardi suivant. Lucas était timide, les yeux baissés, les épaules rentrées. Inès était vive, bavarde, mais complètement perdue dès qu'on sortait un cahier. Les premières séances ont été difficiles. Ils ne me faisaient pas confiance. Pourquoi cette vieille dame voulait les aider? Qu'est-ce qu'elle attendait en retour? Mais petit à petit, j'ai trouvé les bons mots, les bonnes approches. Avec Lucas, j'ai compris qu'il fallait lire des histoires d'aventure, pas les manuels scolaires. Avec Inès, j'ai transformé les maths en jeu, en énigmes à résoudre. Au bout de 3 semaines, Lucas m'a souri pour la première fois. Madame Françoise, j'ai lu un livre tout seul. Regardez. Il brandissait un petit roman de la Bibliothèque Rose, tout fier. Mon cœur s'est gonflé. Pas de la fierté maternelle.
autre chose. De la joie pure, désintéressée. La joie de voir quelqu'un grandir sans rien attendre en retour. 2 mois après mon arrivée, un samedi matin, alors que je prenais mon café face à la mer, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. C'était Pauline. Elle était là, sur le pas de ma porte, les cheveux attachés en queue de cheval, un sac à dos sur l'épaule, les yeux rougis. On s'est regardé sans rien dire. Puis elle a murmuré « Je peux entrer ?» J'ai reculé. Elle est entrée. A regarder autour d'elle. Le studio minuscule, la fenêtre immense, la mer qui scintillait dehors. « C'est joli ?» a-t-elle dit d'une petite voix. « Merci. » On s'est assise. Un silence pesant. Puis elle a éclaté en sanglots. « Maman, pardon. Pardon pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai fait. Tu avais raison. J'étais une égoïste, une gamine pourri gâtée qui ne pensait qu'à elle. » Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur son épaule. « Pauline, non, laisse-moi finir. Quand tu as coupé les virements, j'ai paniqué. J'ai cru que j'allais mourir. Et puis j'ai dû me débrouiller. J'ai trouvé un boulot. Serveuse dans un resto. C'est pas glorieux, mais ça paie les factures. Et tu sais quoi? Ça fait du bien. De gagner mon propre argent, de ne plus attendre que quelqu'un me sauve. » Elle a levé les yeux vers moi. J'ai mis 2 mois à comprendre. 2 mois à me battre, à pleurer, à t'en vouloir. Et puis un jour, j'ai réalisé. Tu ne m'as pas abandonnée. Tu m'as libérée, comme tu t'es libérée. Les larmes coulèrent sur mes joues. Ma chérie, je suis pas encore parfaite. J'ai encore plein de trucs à apprendre. Mais je voulais venir te dire merci. Et te demander pardon. Je l'ai serré dans mes bras. Fort. Longtemps. Et j'ai senti quelque chose se réparer en moi. Pas complètement. On ne répare jamais complètement. Mais suffisamment. Suffisamment pour respirer à nouveau. On a passé le week-end ensemble. Je lui ai fait visiter le village, on a marché sur la plage, on a mangé des crêpes au port. On a parlé, vraiment parlé. Pas comme avant, où je l'écoutais et elle se plaignait, mais un vrai échange. Elle me racontait son travail, ses difficultés, ses petites victoires. Je lui racontais mes journées, les enfants que j'aidais, mes nouvelles amitiés. On riait, on pleurait, on se redécouvrait. Le dimanche soir, avant de repartir, elle m'a serrée dans ses bras. « Je t'aime, maman, et je suis fière de toi. Moi aussi, ma chérie, et je crois en toi. » Elle est partie. J'ai regardé sa voiture s'éloigner sur la petite route côtière, et j'ai su que tout irait bien. Pas parfaitement, mais bien. On avait encore du chemin à faire, toutes les deux, mais on le ferait. Chacune à notre rythme, chacune avec nos erreurs et nos victoires. Les mois ont passé. L'automne est arrivé, avec ses tempêtes magnifiques qui faisaient trembler les vitres. Puis l'hiver, froid et lumineux, où la mer prenait des teintes d'acier. Puis le printemps, avec les premières fleurs sur les sentiers côtiers. J'avais trouvé ma place. À Saint-Briac, dans l'association, avec mes nouveaux amis. Lucas avait fait d'énormes progrès. Inès avait eu une bonne note en maths et m'avait sauté au cou. Pauline m'appelait toutes les semaines. Elle avait gardé son travail de serveuse, avait déménagé dans un plus petit appartement qu'elle pouvait se payer seule. Elle parlait même de reprendre des études. Des vraies, cette fois. Pas des formations bidons. Un soir de mai, alors que je regardais le coucher de soleil depuis ma fenêtre, j'ai repensé à cette phrase de grand-mère. La mer lave tout. Elle avait raison. La mer m'avait lavé de la culpabilité, de la peur, du poids de l'utilité. Elle m'avait appris à exister pour moi-même, à respirer, à vivre. J'ai allumé ma bougie. La flamme vacillait doucement dans la brise du soir. « Grand-mère ?» ai-je murmuré. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais pour moi, mais c'est ce dont j'avais besoin. J'ai pensé à Maître Leroux, à ses dossiers, à ses bien maîtres. J'ai pensé à mon appartement vide à Rennes. J'ai pensé à ces 40 années où j'avais été quelqu'un d'autre, quelqu'un d'utile, mais pas quelqu'un d'entier. Et j'ai compris. On ne perd jamais rien. On transforme. Ces 40 années n'avaient pas été vaines. Elles m'avaient appris la patience, la rigueur, la compassion. Elles m'avaient construite, mais elles ne me définissaient plus. J'étais plus que ça. J'étais Françoise, une femme de 63 ans qui avait eu le courage de recommencer. Une femme qui avait choisi la mer plutôt que le bureau, la liberté plutôt que l'habitude, soi-même plutôt que le rôle. 6 mois après mon arrivée, par un beau samedi de juin, Pauline est revenue, avec un jeune homme. « Maman, je te présente Thomas, mon copain. » J'ai souri. « Enchanté, Thomas. » Il était gentil, un peu timide. Il travaillait comme éducateur spécialisé. Pauline avait l'air heureuse, vraiment heureuse.
pas de cette joie superficielle qu'elle affichait avant, mais d'une joie profonde, ancrée. On a déjeuné tous les trois sur la petite terrasse que j'avais aménagée devant le studio. Des sardines grillées, de la salade, du pain frais. Le soleil brillait, les mouettes criaient, la mer scintillait. Thomas me parlait de son travail avec les jeunes en difficulté. Pauline racontait une anecdote drôle sur son restaurant. Et moi, je les écoutais, un sourire aux lèvres, le cœur léger. À un moment, Pauline a posé sa main sur la mienne. « Maman, tu es heureuse ?» J'ai regardé autour de moi, ce petit studio, cette fenêtre immense, cette vie simple, ces gens que j'aimais et qui m'aimaient en retour. « Oui, ma chérie, je suis heureuse. Ça se voit, tu es différente, plus lumineuse. » J'ai serré sa main. « Toi aussi. » Elle a souri. « On a bien fait, hein? De se libérer? » « Oui, on a bien fait. » Thomas nous regardait, un peu perdu. Pauline lui a expliqué. « Ma mère est partie de Rennes il y a 6 mois. Elle a tout quitté pour venir ici. Et elle m'a coupé les vivres. Ça a été le pire jour de ma vie. Et le meilleur. » Il a hoché la tête. « Il faut du courage pour ça. »« Oui, » ai-je dit. « Mais parfois, le courage, c'est juste de dire non. Non à ce qui nous détruit. Non à ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et oui à ce qui nous fait peur, mais qui nous appelle. » Ce soir-là, après leur départ, je suis restée longtemps sur la terrasse. La nuit tombait doucement. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. La mer murmurait, apaisée, comme une berceuse. J'ai pensé à toutes ces femmes qui, comme moi, se sacrifient en silence, qui donnent tout sans jamais rien garder pour elles, qui oublient leur nom, leur visage, leur cœur, et j'ai voulu leur dire « Il n'est jamais trop tard. Jamais. À 63 ans, à 70, à 80. Tant qu'on respire, on peut choisir. On peut dire non. On peut dire oui, à soi-même. » J'ai pensé à Maître Leroux, et je lui ai pardonné. Il ne savait pas. Il n'avait jamais appris à voir. J'ai pensé à Pauline, et je l'ai remerciée. Elle m'avait forcée à choisir, entre elle et moi. Et j'avais choisi. Non pas contre elle, mais pour moi. Et ce choix, paradoxalement, nous avait sauvés toutes les deux. J'ai allumé ma bougie une dernière fois. La flamme dansait dans l'obscurité. Petite lumière fragile face à l'immensité de la nuit. « Grand-mère », ai-je murmuré, « je crois que j'ai compris. La mer ne lave pas tout. Elle nous apprend à lâcher. À laisser partir ce qui nous alourdit. À garder seulement l'essentiel. Et l'essentiel, c'était moi. C'était Françoise. Celle que j'avais oubliée en chemin. Celle que j'ai retrouvée ici, face à l'océan. La flamme a vacillé comme une réponse. Ou peut-être que c'était juste le vent. Mais j'ai choisi de croire que c'était elle, grand-mère, qui me disait « Bien joué, ma petite. Tu as trouvé le chemin. » J'ai soufflé la bougie. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Et j'ai senti, pour la première fois de ma vie, que j'étais exactement là où je devais être. Chez moi. Dans ma vie. Enfin. Épilogue. 1 an après mon arrivée à Saint-Briac, j'ai reçu une lettre. De Maître Leroux. C'était court, maladroit, mais touchant. Chère Françoise, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Le cabinet n'est plus le même sans vous. Estelle fait de son mieux, mais elle n'a pas votre efficacité ni votre dévouement. Je voulais juste vous dire que vous aviez raison. On ne devrait pas attendre d'être mort pour vivre. Je prends ma retraite l'année prochaine, et je crois que j'irai moi aussi voir la mer. Merci pour tout. Cordialement, Henri Leroux. J'ai souri. Tout le monde finit par comprendre. Parfois trop tard. Parfois juste à temps. J'ai répondu « Cher Maître Leroux, merci pour votre lettre. Venez quand vous voulez. La mer est grande. Elle a de la place pour tout le monde. » Bien à vous, Françoise. Aujourd'hui, j'ai 64 ans. Je vis dans un studio de 40 mètres carrés face à l'océan. Je gagne le SMIC de la retraite. Je n'ai pas de voiture neuve, pas de vêtements de marque, pas de vacances luxueuses. Mais j'ai une fenêtre ouverte sur l'infini. J'ai des amis qui m'attendent au bar pour une belote. J'ai des enfants qui me disent merci quand ils réussissent un exercice. J'ai une fille qui m'appelle pour me raconter sa vie, pas pour me demander de l'argent. Et j'ai moi, Françoise, entière, libre, vivante. Le prix de la liberté, c'était la solitude. Mais j'ai découvert qu'on n'est jamais seul face à la mer. Parce que la mer nous relie. À nos ancêtres, à nos rêves, à quelque chose de plus grand que nous. À cette force mystérieuse qui nous pousse à avancer, même quand on a peur. Surtout quand on a peur. Et chaque soir, avant de me coucher, j'allume ma bougie. Je la pose sur le rebord de la fenêtre. Et je dis merci pour la douleur qui m'a réveillée, pour le courage qui m'a libérée,
pour l'amour qui m'a sauvée, pas l'amour des autres, l'amour de moi-même, celui qu'on oublie, celui qu'on sacrifie, celui qui pourtant est le seul qui compte vraiment. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et pendant 63 ans, je n'avais rien, juste un rôle, une fonction, un vide habillé en dévouement. Maintenant, j'ai tout, parce que j'ai moi. Et que ça, personne ne peut me le prendre. La mer murmure, les étoiles brillent, et moi, Françoise Moreau, je souris. Parce que je suis chez moi, parce que je suis moi, parce que j'ai enfin compris que la vraie générosité, ce n'est pas de tout donner aux autres, c'est de se garder assez pour continuer à donner. Longtemps, sainement, librement. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je pouvais faire à ma fille, à moi-même, au monde, vivre, enfin, vraiment, fin. Ma fille me criait. Comment ça, prendre ta retraite? Et qui va payer mes factures? Seulement, elle n'imaginait pas que,